Voici la correction pour le TD8. Nous avons ici le schéma de principe que j'ai numéroté de cette manière. Le point 1, ça va être les conditions de l'air repris. Le point 2, ça va être les conditions de l'air rejeté. Le point 3, ça va être les conditions de l'air neuf. Le point 5, ça va être les conditions de l'air neuf après la batterie de préchauffage qui est constituée d'un condenseur. Et le point 4, ça va être les conditions de l'air neuf après la batterie de chauffage. Commençons tout d'abord par placer les conditions des points 1 et 3. On place les points 1 et 3. Nous allons commencer par tracer l'évolution de l'air repris sur la batterie froide. Nous allons partir du point 1 qui est ici pour aller vers la température de surface de l'évaporateur qui est ici. Dans l'énoncé, on nous dit que la température de surface moyenne de cet échangeur est de 12 degrés Celsius. Nous pouvons placer l'isotherme 12 degrés Celsius et nous allons définir le point représentatif de la température de surface de l'évaporateur, qui est ici. Ensuite, nous pouvons tracer l'évolution que nous devrions avoir entre le point 1 et la température de surface de l'échangeur. Une fois que nous avons tracé cette droite en pointillé, nous pouvons nous poser la question où est le point 2 ? On nous indique sur le schéma de principe que la température de l'air à la sortie de la batterie froide est de 22 degrés Celsius. Donc la température du point 2 est de 22 degrés Celsius. Nous pouvons placer l'isotherme 22 degrés Celsius. Nous obtenons une intersection avec notre évolution entre 1 et la température de surface de l'échangeur. Et nous pouvons placer le point 2. 3. Nous allons tracer l'évolution de l'air repris sur la batterie froide. Je vais enlever les traits de construction et c'en est fini pour le traçage de l'évolution de l'air sur l'évaporateur. Maintenant que l'évolution de l'air sur la batterie froide est tracée, nous allons pouvoir nous concentrer sur l'évolution de l'air sur la batterie de préchauffage qui est ici, qui est constituée d'un condenseur. Nous avons vu ensemble que, en théorie, l'évolution de l'air sur une batterie chaude évolue horizontalement. Donc, mon évolution d'air sur la batterie de préchauffage et sur la batterie de chauffage doit être sur cette horizontale. Maintenant, il va s'agir de déterminer la puissance récupérée sur l'air repris de 1 à 2 qui va être transférée par la pompe à chaleur sur le condenseur qui constitue notre batterie de préchauffage. Et nous allons pouvoir déterminer le point 5. Le fluide chaud est l'air repris et il passe sur l'évaporateur. Le fluide froid, c'est l'air neuf et il passe sur le condenseur. D'après l'énoncé, nous avons un débit massique pour l'air neuf et pour l'air repris de 9,5 kg par seconde. Si nous représentons l'évolution de la température de l'air repris sur l'évaporateur et de l'air repris sur le condenseur, nous avons un graphique qui ressemble à celui-ci. L'air repris, le fluide chaud, va se refroidir de 27 degrés Celsius jusqu'à 22 degrés Celsius. Et le fluide froid, l'air neuf, passe de moins 7 degrés Celsius jusqu'à une température qu'on ne connaît pas pour l'instant et que j'ai décidé d'appeler 5. Il faut déterminer la puissance perdue par l'air repris qui passe sur l'évaporateur. Sur le diagramme de l'air humide, ça représente l'évolution de l'air de 1 à 2. Comment est-ce qu'on peut déterminer cette puissance ? Eh bien, c'est avec la formule P égale QM delta H, et nous allons avoir besoin de l'enthalpie des points 1 et 2. J'écris mon bilan de puissance, je l'applique entre 1 et 2. Je remplace par les enthalpies des points 1 et 2 et je trouve une puissance de 95 kW perdue par l'air repris qui passe sur l'évaporateur. Dans l'énoncé, on nous demande de déterminer l'efficacité de la batterie froide de l'évaporateur. Si nous représentons l'évolution de la température de l'air repris sur l'évaporateur, on passe de 27 à 22 degrés Celsius. Et on nous dit que l'évaporateur, la température moyenne de surface, elle est de 12 degrés Celsius. On ne connaît pas exactement la température d'entrée ni la température de sortie, mais on nous dit qu'on a en moyenne 12 degrés Celsius. Eh bien, quelle est l'efficacité ? Si on reprend ce document que nous avons déjà vu précédemment et qui vient du site dimclim.fr, on nous explique que pour déterminer l'efficacité d'une batterie froide, nous pouvons utiliser
la formule qui est ici, l'efficacité, c'est 1 moins BF. BF étant le bypass factor, soit le facteur de bypass. Si on revient sur le diagramme de l'air humide qui nous est donné ici, calculer l'efficacité d'une batterie froide revient à calculer le pourcentage que représente cette distance de E à S par rapport à la distance de E à ADP, Apparatus Dew Point, c'est l'apparition du point de rosée, qui représente 100%. De E à EDP, ça représente une distance équivalente à 100%. De E à S, quel est le pourcentage correspondant? Vous prenez la distance de E à ADP, ça vous donne 100%. De E à S, vous mesurez aussi la distance. Cette distance correspond à combien de pourcents? Ça revient à faire une règle de 3. Vous pouvez le faire avec la distance, vous pouvez le faire avec l'enthalpie des points, avec la température des points, avec la teneur en eau des points. Si nous revenons sur le diagramme de l'air humide que je viens de tracer, que j'applique la formule de mon efficacité pour ma batterie froide qui est ici, donc de 1 à la température de surface, ça représente 100%. Nous avons une évolution de 1 à 2, ça représente combien de pourcents? Eh bien, je l'ai fait avec les températures, donc ça fait θ1 moins θ2, divisé par θ1 moins la température de surface de l'évaporateur. Souvenez-vous, à chaque fois, cette formule, c'est la petite distance, donc mon évolution, sur la grande distance, l'évolution que j'aurais si j'avais une efficacité de 100%, soit de 1 jusqu'à la température de surface, 12 degrés Celsius, qui est ici. Et ça nous donne une efficacité de 33%. Comme le rendement thermique de l'évaporateur est pris égal à 100%, c'est indiqué dans l'énoncé. Ça veut dire que la puissance perdue par l'air, nous sommes bien sur l'air, hein, nous avons un diagramme de l'air humide. Ici, c'est l'enthalpie de l'air, donc on calcule la puissance sur l'air. Donc là, l'air repris a perdu une certaine puissance. Nous avions trouvé une puissance perdue sur l'air neuf de 95 kW, et on peut dire que c'est la puissance gagnée par le fluide frigorigène qui est dans l'évaporateur. Et on peut dire aussi que la puissance gagnée par le fluide frigorigène dans l'évaporateur, c'est la puissance de l'évaporateur. Nous venons de déterminer que de ce côté-là, on récupère 95 kW grâce à l'évaporateur qui est sur l'air repris. Cette puissance frigorifique va être transférée grâce à la pompe à chaleur sur le condenseur. Mais il n'y aura pas que cette puissance. Ici, vous avez un compresseur qui, d'après l'énoncé, a une puissance absorbée de 25 kW. Quelle est la puissance que nous allons pouvoir récupérer du côté du condenseur pour préchauffer l'air neuf? Maintenant, nous allons déterminer la puissance du condenseur. Nous avons vu ensemble que le COP chaud d'une machine frigorifique correspond à cette formule. La puissance du condenseur, c'est ce qui permet de chauffer l'air, c'est notre puissance utile, sur la puissance absorbée par le compresseur de la pompe à chaleur. Dans notre cas, nous allons considérer que la seule consommation électrique que nous avons pour la pompe à chaleur, pour la faire fonctionner, correspond à la puissance électrique absorbée par le compresseur. Nous avons vu que la puissance au condenseur était équivalente à la puissance que donne le compresseur au fluide frigorigène, plus la puissance récupérée par l'évaporateur. Comme l'énoncé nous indique que la puissance absorbée par le moteur électrique du compresseur, c'est 25 kW, et que le rendement global du compresseur est de 100%, alors on peut dire que la puissance absorbée par le moteur électrique du compresseur est intégralement restituée au fluide frigorigène. Et là, j'ai marqué la puissance du compresseur. Ainsi, je remplace dans mon équation la puissance du compresseur par la puissance absorbée du compresseur, les 25 kW qu'on m'indique. Alors, on trouve que la puissance que l'on va pouvoir restituer à l'air neuf du côté du condenseur est de 25 kW plus 95 kW, ça nous fait 120 kW.
Et tant que nous y sommes, vu qu'on nous le demande dans l'énoncé, on nous demande de déterminer le COP chaud de la PAC, eh bien, ça va nous faire 120 divisé par 25, ça nous fait un COP de 4,83. Maintenant que nous avons déterminé que la puissance du condenseur est de 120 kW, nous allons déterminer l'enthalpie du point 5, qui correspond à l'air neuf après la batterie de préchauffage. Donc le point 5, il est ici. On écrit le bilan de puissance sur la batterie de préchauffage. Donc ça va être entre mon point 5 et mon point 3 au niveau des enthalpies. Je cherche H5, donc je sors de l'équation. Je remplace par les valeurs numériques et je trouve une enthalpie pour le point 5 de 10,13 kJ par kg d'air sec. Je peux placer l'enthalpie du point 5. J'obtiens une intersection avec mon horizontale qui passe par 3. Je vais pouvoir donc placer mon point 5. Je peux ensuite tracer l'évolution de l'air de 3 à 5. 3. Je vais enlever les traits de construction pour définir mes enthalpies 1, 2 et 3. Maintenant, il va falloir déterminer où est le point 4. Je replace mes traits de construction qui m'ont permis de définir mon point 1. Et l'intersection entre ma droite qui passe par 3 et 4 et ma verticale qui passe par 1 va me définir le point 4. Maintenant, je peux placer l'enthalpie du point 4 et je trace mon évolution de l'air de 5 à 4. Maintenant, il va falloir déterminer la puissance de la batterie de chauffage qui est ici, qui me permet de chauffer l'air de 5 à 4. La puissance de la batterie de chauffage, ça va être mon débit massique d'air neuf fois la variation d'enthalpie entre 4 et 5. Ici, je reporte mes enthalpies et ça nous donne une puissance de 207,8 kW. On se retrouve ainsi avec les deux évolutions d'air tracées. Ici, vous avez l'évolution de l'air repris et ici, l'évolution de l'air neuf. Et pour conclure et répondre à la dernière question, l'intérêt du caisson de mélange, eh bien, ça va reposer sur la possibilité de récupérer encore plus d'énergie sur l'air repris afin de moins solliciter la batterie de chauffage qui fait 207,8 kW.